Bien, nous allons commencer. Tout d'abord, bienvenue dans cet amphi que vous connaissez bien et dans cette année 2025. Laissez-moi donc vous présenter tous nos vœux les plus chaleureux pour vous-même, pour vos familles, pour la paix dans le monde, pour le développement maritime dans tout ce qu'il y a d'intéressant et de profitable. Donc vraiment tous nos vœux les plus chaleureux pour une année douce, joyeuse et pourquoi pas lumineuse. Nous allons commencer par une thématique, je ne sais pas si c'est la plus lumineuse, puisque nous allons nous enfoncer dans les abysses, mais en tous les cas, qui aura son pendant d'intérêt, j'en suis absolument convaincu, puisque vous connaissez notre problématique, l'exploration des grands fonds, pourquoi, comment. Je voudrais saluer toutes les personnalités qui sont là en ce début de second sommet. Je ne vais pas citer tout le monde, mais je remercie les amiraux qui sont là, les confrères de l'Académie de Marine, monsieur le préfet, madame l'inspectrice générale, les confrères de l'Académie de Marine. Et puis, je voudrais également remercier Inès Constantin, qui est notre nouvelle chargée de communication, enfin nouvelle depuis le début de l'année universitaire. Donc, un grand merci pour elle, parce qu'elle se donne beaucoup de mal pour faire connaître nos Mardis de la mer. Au-delà des seules personnes comme vous en présentiel, dont je remercie, parce que c'est quand même le présentiel le plus sympathique pour animer et donner vie à ces débats, nous avons bien sûr, comme vous le savez maintenant, un certain nombre de personnes en distanciel. Alors, notre problématique, aujourd'hui, c'est une très belle problématique et le président de l'Institut français de la mer avec qui nous organisons les choses, Eudes Riblier, ne peut pas être là pour une question de train puisqu'il est normand maintenant et la SNCF a annulé les 2 trains qui lui auraient permis de pouvoir retourner chez lui. Donc il sera avec nous, mais à travers effectivement l'écran, et je crois qu'il a eu Jean-Marc Sornin tout à l'heure. Alors pourquoi cette question du défi des abysses ? C'est vrai que la Terre porte bien son nom, même si, vue de la Lune, la Terre est bleue. Mais c'est sans doute, d'abord ça part d'un bon sentiment des gens qui savent que pour les maritimistes, on préférait que la Terre soit bleue, mais de là à l'appeler mer, c'est exagéré, parce que 72% de la surface du globe, c'est quand même des terres immergées. Vous avez du travail. On connaît, je crois, à peu près 5% de manière connue, les zones les plus proches le littoral. Je crois qu'on a une définition pas très précise qui s'apparente plutôt à la définition géographique qu'on a pour la planète Mars plutôt que celle de la Lune pour 15 autres pourcents. C'est-à-dire qu'en gros, 80% des 72% des terres de la planète Terre sont des terres qu'on ne connaît pas. C'est dire qu'on connaît infiniment mieux, mais ça nous le répétons souvent, l'espace peut-être que ce qu'il y a au fond des mers. C'est-à-dire que finalement, historiquement, en tous les cas, c'est assez intéressant. Durant 5000 ans d'histoire, on a emprunté une seule des 4 dimensions de la mer, la surface. Quid de la tranche d'eau, quid des terres immergées et 4e dimension, vous allez peut-être nous dire que la biodiversité du sous-sol terrestre marin serait peut-être différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. C'est dire que vous allez, je dirais, faire un exploit en intervenant à 2 en 45 minutes sur cette question, mais qui va générer, j'imagine, bien d'autres séances par la suite. Un très grand merci d'être là. Et bien sûr, pour remplacer Eudes, aujourd'hui, c'est Régis Menu, notre trésorier, qui va vous présenter. Bonsoir. À nouveau, j'excuse le président de l'IFM, Eudes Riblier, qui, comme vous le voyez, les problèmes de TER en Normandie sont un peu compliqués. Et on annule au dernier moment. Je souhaite également vous présenter tous nos vœux au nom de l'IFM, son conseil d'administration, ses membres. Et vous souhaitez une belle année maritime, parce que 2025 est l'année de la mer, et c'est l'année où se réunit la première conférence internationale organisée par l'ONU sur les océans, l'UNOC de Nice, au début du mois de juin prochain. Jean-Marc Sornin, vous êtes océanographe, docteur en géologie marine, mais surtout entrepreneur. Abyssa est la 6e entreprise dont vous êtes le cofondateur. Chercheur à l'Ifremer, vous le quittez en 1987 pour créer Écocéan, la première société de conseil en environnement marin. Avec votre équipe, vous inventez le concept d'écologie marine appliquée à l'aménagement du territoire, le métier d'ingénieur conseil en environnement marin et aménagement du littoral.
4 ans après, l'Ifremer revient vers vous pour vous proposer un rapprochement avec leur filiale, la compagnie de recherche et d'études océanographiques, CREO. Après une fusion-absorption, vous êtes cofondateur de Créocéan, que vous dirigez jusqu'en 2017, date à laquelle l'entreprise compte 70 collaborateurs et une dizaine de sites en France métropolitaine, outre-mer et à l'international. Vous créez alors Abissa, dont vous êtes le président, avec 3 cofondateurs opérationnels, collègues de 15 ans chez Créocéan, et 6 cofondateurs investisseurs, chefs d'entreprise dans l'économie marine, ce qui vous permet de lever en 2 ans 1,4 million d'euros. Aujourd'hui, vous conduisez de nouvelles étapes de développement. Vous renforcez la gouvernance et les équipes. Vous investissez une dizaine de millions d'euros pour acquérir un drone sous-marin capable de descendre jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Abissa veut être l'entreprise pionnière dans l'exploration des grands fonds marins en utilisant des drones sous-marins. Pour le chercheur que vous êtes, le développement projet d'entreprise doit passer par l'innovation. Ainsi, en 2013, avec Michel Collinet, actuel directeur général délégué d'Abissa, vous êtes lauréat du concours mondial d'innovation pour le concept de flotte de drones sous-marins coordonnés, pour lequel 3 brevets ont été déposés, et plus récemment, Abissa est lauréat du 2e projet de recherche collaborative dans le cadre du plan de relance France 2030. Vous siégez au conseil d'administration de l'Université de La Rochelle, au conseil d'administration du cluster maritime français. Vous avez également été administrateur du pôle de compétitivité Bretagne-Atlantique. Pour tout cela, et tout cela pourquoi? En fait, tout s'est joué en 1973, en première année d'université, une conférence du géophysicien Xavier Le Pichon avec une projection d'images volcaniques sous-marines, la première vision des rides médio-océaniques actives. Cette vocation océanographique, vos études en géologie marine, vous êtes devenue une évidence, une nécessité. Chère Carla, votre attrait pour l'océan vient peut-être des parents diplomates et voyageurs qui vous ont fait grandir près des côtes et apprivoiser la mer. Sénégal, Afrique du Sud, Comores, Mayotte, Inde rythment votre jeunesse. Après une prépa au lycée Lamartine et Chaptal, puis Sciences Po Strasbourg, vous prenez un premier contact professionnel avec la mer, une mission de volontariat au sein de l'ONG de protection des océans Surfrider. À l'IFM, nous aimons bien Surfrider. Nous avons travaillé avec elle et travaillons toujours avec cette association. Puis, vous vous tournez vers le secteur public et commencez votre carrière au Parlement en tant que collaboratrice du sénateur de Polynésie française, Teva Rothfrisch. Avec lui, vous montez une mission d'information sur l'exploration, la protection, l'exploitation des fonds marins. Quelle stratégie pour la France? À l'issue de 5 mois de travail, cette mission formule 20 recommandations pour donner un nouveau départ à la stratégie nationale pour les grands fonds marins. Durant cette mission, parmi les experts, vous déditionnez un certain Jean-Marc Sornin. Vous rejoignez ensuite le ministère des Affaires étrangères et vous vous envolez pour Chennai, en Inde, afin d'assister la consul générale dans les fonctions de diplomatie économique et d'influence. Sur place, vous vous occupez d'économie bleue et de gouvernance des océans, un axe fort des relations franco-indiennes. C'est aussi l'occasion d'accueillir des personnalités telles que l'ex-ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, en visite officielle pour le G20, ou Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. À votre retour en France en 2023, Jean-Marc Sornin vous propose de rejoindre Abissa. L'entreprise en plein développement vous donne l'opportunité de nourrir votre goût pour les sujets maritimes et votre curiosité pour ces dernières frontières inexplorées que représentent les grands fonds marins.
vous préférez ces grands fonds mystérieux à une carrière dans le public et vous êtes aujourd'hui responsable développement commercial et relations publiques d'Abissa. Jean-Marc Carla, vous portez une grande responsabilité ce soir, celui de peut-être donner à quelques-uns de nos auditeurs ce soir l'envie de partager votre passion et de regarder comment en faire également demain leur métier. C'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Carla qui va commencer notre intervention, je voudrais dédier cette session des Mardis de la Mer à mon père qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 95 ans, qui m'avait passé quand j'étais adolescent sa passion de la navigation en mer et plus tard le goût de l'entrepreneuriat. Merci papa. Ouais, non, c'était pas allumé. Bonsoir à tous, quel auditoire. Merci pour votre présence. Alors, vous nous avez demandé de réfléchir ce soir à la question suivante. Pourquoi, c'est-à-dire pour quelle finalité et comment explorer les grands fonds marins. Et lorsque j'ai lu le sujet la première fois, les premières images qui m'ont traversé l'esprit sont celles de l'Atlantide, vous savez, cette mystérieuse civilisation perdue au fond des mers, que l'on doit à Platon, et qui trouve aujourd'hui un vrai écho chez certains historiens, chez certains scientifiques, qui croient en l'existence de cette civilisation perdue qui n'attendrait qu'à nous révéler tous ses secrets et les mystères de son existence. Et toute petite, cette utopie d'explorateur me fascinait. Il faut dire qu'elle a été popularisée par un certain Walt Disney, à qui on doit un super film d'animation. Mais il y en a d'autres, des récits et figures mythiques qui peuplent l'imaginaire collectif et qui fascinent. Les monstres marins, les krakens, les sirènes, les aventures de marins en péril. En voici quelques exemples là illustrés, mais il y en a d'autres. Là, vous avez par exemple une illustration de 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Et tout le monde ne le sait pas, mais Victor Hugo n'était pas que romancier, il était également peintre et illustrateur. Il a lui-même illustré certains passages de ses romans. Alors, en 2025, on en sait un peu plus sur ces milieux que ce que proposaient les cartographes du Moyen-Âge. Évidemment, mais il me semble que la curiosité et le fantasme pour ces espaces demeurent. Et là, ce qu'on veut se demander ce soir, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à avoir cette passion, cette fascination, alors qu'on est censé quand même mieux connaître nos fonds marins. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Vous avez évoqué tout à l'heure la vue de notre planète depuis l'espace. Et effectivement, on peut, en regardant la planète sous cet angle, on peut identifier les grands fonds marins au premier coup d'œil. Ce sont les espaces bleu foncé que vous voyez ici. À ces profondeurs, la lumière ne pénètre pas. On y rencontre pourtant de nombreuses espèces. On s'imagine peut-être à tort une surface plane, et en réalité, ces fonds marins sont entrecoupés de nombreux reliefs. On y trouve en fait même d'immenses chaînes de montagnes, et en fait, il faut s'imaginer peut-être l'Himalaya au fond des océans. Pour les scientifiques, les grands fonds marins commencent généralement au-delà de 200 à 300 mètres de profondeur. C'est la limite de pénétration de la lumière. Et c'est aussi à partir de là que nous commençons, nous, chez Abissa, à explorer pour aller jusqu'à 6000 mètres de profondeur, donc au niveau de la plaine abyssale. Ainsi, tout presque reste à découvrir au sujet de nos fonds marins. C'est bien pour cela qu'on parle d'une des dernières frontières de la connaissance. Et on va se demander avec vous, non pas que pourquoi, c'est-à-dire pour quel objectif, mais aussi, si vous voulez bien, pourquoi tout attaché. Mince, pardon, il y a eu... Alors, je pense qu'il y a un petit problème sur le PowerPoint. Dans la régie, là. Bon. Ouais. C'est pas les bonnes... Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on va passer tout de suite. Aucun problème. Donc on va se demander non pas que pourquoi, c'est-à-dire pour quel objectif, mais aussi pourquoi tout attaché, c'est là où je voulais en venir. Pour quelles raisons nous n'investissons pas plus dans la connaissance de cet incroyable levier de compréhension du vivant et des fonctionnements climatiques planétaires. Je vais donc vous proposer quelques raisons d'aller plus loin dans l'exploration, mais il ne s'agit évidemment pas d'une liste exhaustive, et j'espère qu'on aura le temps, après la présentation, pour avoir un peu d'espace et débattre, aller plus loin sur ce sujet.
Alors, je vais me permettre de rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet, si je peux me permettre l'expression. Donc, on connaît si peu les grands fonds marins aujourd'hui qu'on emploie souvent les formules latines arva vacua ou terra incognita pour les définir et rappeler ainsi le caractère profondément vierge et inexploré de ces milieux. Les efforts entrepris pour mieux connaître les fonds marins visent alors en premier lieu le développement des connaissances fondamentales, c'est-à-dire la compréhension des origines de la vie, des phénomènes naturels, dans une démarche qui se veut avant tout scientifique. Les processus biologiques et géologiques identifiés dans nos fonds marins nous permettent en effet de nous interroger sur la capacité de la vie à se développer partout sur notre planète. Les recherches scientifiques ont en effet permis de mettre en évidence que ces espaces a priori hostiles préfigurent pourtant une grande richesse en biodiversité et en ressources naturelles. Vous le voyez là affiché ici par exemple, mais on trouve des espèces incroyables au fond de nos océans, au fond des mers. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à beaucoup insister sur les médias, dans les médias, sur les espèces en voie de disparition, hein, mais par contre, on ne parle jamais de cet Eldorado potentiel de biodiversité qui réside dans nos fonds marins. Donc, je voulais le souligner. En effet, aujourd'hui, les scientifiques confirment l'existence de plus de 5000 espèces endémiques à ces zones, et il y en a sans doute des milliers d'autres qui demeurent inconnues. On trouve également de la vie dans les plaines abyssales où gisent les nodules polymétalliques, et à chaque nouvelle exploration de ces milieux, on trouve de nouvelles espèces. Chez Abyssa, par exemple, la campagne Simontier qu'on a conduite en 2022 au sein du Parc national marin corse nous a ainsi permis de confirmer le passage de certaines espèces sur la zone et même d'en découvrir de nouvelles là, qu'on voit affichées. Mais on en reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, on l'a affirmé un peu avant, science et exploration dans ce domaine sont intimement liées et il est indispensable de cultiver cette dimension fondamentale. Vraiment. Une fois qu'on a posé cela, il faut aussi dire en revanche que d'autres enjeux géopolitiques ou économiques motivent évidemment la recherche. Par exemple, les micro-organismes des abysses ont des caractéristiques qui intéressent le domaine des biotechnologies. Petite anecdote, les tests PCR utilisés pour détecter la Covid-19 sont notamment constitués de molécules récupérées dans les écosystèmes des grands fonds. Donc ainsi, une meilleure connaissance biologique de ces fonds permettrait probablement d'avoir une meilleure compréhension du vivant, mais aussi d'étudier les potentialités biologiques de ces organismes marins et les adaptations médicales qui pourraient en résulter. Deuxième sujet, peu de gens le savent, mais le plancher océanique regorge de ressources minérales, cobalt, manganèse, nickel, zinc, cuivre, pour en citer quelques-unes. Elles sont contenues dans les nodules polymétalliques et sulfures hydrométalliques qui se sont lentement formés au fond de l'océan. On trouve aussi dans les grands fonds des encroûtements cobalt type fer qui peuvent contenir des terres rares. Et toutes ces ressources intéressent donc fortement les États désireux d'assurer leur souveraineté énergétique ou les industriels qui souhaitent exploiter ces ressources utiles à la fabrication des technologies vertes, comme les batteries de voitures électriques, les éoliennes ou les panneaux solaires. Parmi les arguments avancés pour son exploitation figure l'intérêt de ces métaux pour répondre aux besoins de la décarbonation de l'économie et de la croissance des énergies nouvelles qui requièrent ces matériaux. Alors, certains industriels et gouvernements mettent en avant le soulagement des populations qui pâtissent des mines terrestres et le futur épuisement de ces ressources. Moi, je vous laisse vous faire votre propre opinion sur la question, mais sachez que c'est un sujet qui fait fortement débat, y compris dans la sphère internationale, et on va voir ensemble un peu pourquoi. Donc, depuis 1994, l'Autorité internationale des fonds marins, qui est une agence de l'ONU, supervise les activités scientifiques et minières dans les grands fonds marins des eaux internationales. Et elle a déjà délivré une quarantaine de permis d'exploration, je parle bien de permis d'exploration, mais elle négocie actuellement avec ses États membres, dont la France fait partie, la rédaction d'un code minier spécifique aux grands fonds qui permettra, s'il est adopté, de délivrer des licences pour cette fois-ci exploiter ces ressources tant convoitées. Et aussi élaborer un cadre réglementaire pour permettre que cette exploitation se fasse dans les normes environnementales. Mais on voit l'enjeu, on le sent. Il faut aussi évidemment rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes encore très loin d'avoir assez de connaissances scientifiques pour pouvoir évaluer correctement l'impact de l'exploitation minière sur les écosystèmes et le climat. Mais plusieurs scientifiques et ONG alertent sur le fait que ces activités pourraient très certainement mettre en danger les écosystèmes profonds et la santé des océans, alors que, comme vous le savez, j'en suis sûre, celui-ci joue un rôle clé dans la lutte contre le réchauffement climatique en stockant le carbone de l'atmosphère. Je voudrais aborder maintenant un deuxième argumentaire que je vais nommer « Mieux connaître pour mieux décider ». Vous allez comprendre pourquoi.
On voit donc en effet que face à ces enjeux, l'océan ne peut plus être laissé à ses dynamiques propres comme à l'époque où il était soumis à la doctrine de la liberté de la mer. En effet, la gouvernance des océans en cours depuis la Convention de Montego Bay, donc 1982, contraint de plus en plus les États à encadrer ces espaces maritimes. Et ça représente un changement de paradigme d'une magnitude inaccoutumée parce que, puisque la signature de la Convention offre à présent des droits souverains aux États possédant une façade maritime pour l'exploration et l'exploitation du sol et du sous-sol, ainsi que pour la gestion et la conservation des ressources halieutiques. Ces nouvelles délimitations maritimes, qu'on appelle ZEE, pour zone économique exclusive, représentent 200 000 nautiques, soit environ 370 km à partir du trait de côte. Et cumulée, cette surface exploitable représente en gros, je simplifie, mais un quart de la surface du globe et se prolonge sous les mers, et c'est quand même pas rien. Ces droits, ouverts aux États riverains avec la Convention de Montego Bay, sont accompagnés d'obligations pour la préservation et la conservation du milieu marin. Ils sont cristallisés en 2015 avec l'adoption par les Nations Unies des fameux 17 objectifs de développement durable, parmi lesquels l'ODD 14, conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins de développement durable. Mais je vous le demande, comment protéger et gérer ces espaces en connaissance sur ces milieux ? Qu'on se le dise, l'état actuel des connaissances ne permet pas de mesurer pleinement le coût environnemental et climatique qu'aurait par exemple, comme on l'a vu, l'ouverture potentielle de l'exploitation minière des fonds marins. Tout au plus, la communauté scientifique s'accorde sur la fragilité des milieux sous-marins profonds et leur sensibilité aux activités humaines. Donc, si on prend les choses dans l'autre sens, ce serait peut-être en prouvant scientifiquement le rôle moteur que joueraient les grands fonds marins dans l'équilibre naturel de la Terre que les États membres de la CNUDM et de l'AIFM pourront décider clairement du cadre juridique et des politiques à mettre en œuvre pour une gestion durable des océans. Ce n'est qu'ainsi que la France, qui défend actuellement un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins à l'AIFM, pourra peser dans les négociations internationales et freiner, le cas échéant, les velléités d'exploitation de certains États comme la Chine, le Japon, l'Inde, pour en citer quelques-uns. Autrement dit, il faut sortir d'une protection passive et à l'aveugle des fonds marins au profit d'une protection plus éclairée et proactive. C'est en tout cas la vision qu'on défend chez Abyssa depuis notre création en 2019 et qu'on continuera à défendre cette année, année de la mer. Alors, je vais aborder maintenant un sujet peut-être un peu plus souverainiste, mais néanmoins très important à mes yeux, et je pense que ça va vous intéresser également en tant que Français. Avec sa zone économique exclusive de plus de 11 millions de kilomètres carrés, la France dispose du deuxième plus grand espace maritime mondial. Nous sommes quand même le seul pays présent sur 4 océans du monde grâce au territoire ultramarin. Et en tant que puissance maritime, donc, notre pays porte une responsabilité et un devoir d'initiative sur la gestion des ressources naturelles maritimes et la protection de la biodiversité, particulièrement dans les grands fonds marins. Cette responsabilité doit se manifester auprès des instances internationales, notamment à l'AIFM, et alors que notre pays s'apprête, comme vous l'avez dit en introduction, à accueillir la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans à Nice en juin prochain. Je rappelle que la France est un acteur historique de l'exploration des grands fonds marins. Je pense que vous connaissez tous le commandant Cousteau, et qu'elle dispose d'un savoir-faire internationalement reconnu. Dès les années 60, des campagnes d'exploration sont lancées, positionnant la France parmi les États pionniers dans ce domaine. Dans les années 70, notre pays est également l'un des premiers à étudier la présence dans les grands fonds marins de nodules polymétalliques. Et fort de cette expérience, l'IFREMER, donc institut de recherche patronné par l'État, bénéficia par la suite des premiers contrats d'exploration octroyés par l'AIFM en 2001, il me semble. Néanmoins, ce volontarisme affiché depuis plus d'une 60aine d'années n'a pas été constant. Et aujourd'hui, d'autres grandes puissances affichent leur expertise, tandis que les moyens de la recherche française semblent diminuer. Alors que le One Ocean Summit à Brest avait été l'occasion d'affirmer des ambitions fortes, la transformation du ministère de la Mer, recréé en 2020 en secrétariat d'État, puis aujourd'hui sa suppression, envoie un signal quelque peu contradictoire, je pense. On peut se demander donc si la France assume suffisamment le rôle que la géographie lui permettrait de jouer à l'heure où l'espace maritime est un espace commun de plus en plus contesté et revendiqué au plan international par d'autres puissances.
Dans un rapport sur la stratégie nationale française dédiée à l'exploration des fonds marins, publié en 2022, le Sénat soulignait d'ailleurs déjà que le manque de moyens de la recherche française pourrait entraîner un risque de décrochage scientifique et donc technologique et économique. Le rapport précise que la France consacre 2,3% de son PIB à la recherche, c'est-à-dire en fait moins que la moyenne de l'OCDE, et loin de l'objectif de 3% atteint par plusieurs pays européens, dont l'Allemagne. En définitive, donc, explorer les grands fonds marins, c'est peut-être pour la France l'occasion de préserver son rang historique de grande puissance maritime et de grande puissance scientifique au niveau mondial, ce qui passera aussi nécessairement par un soutien à la recherche française. Notre pays adopte, selon moi, à raison, une position de prudence vis-à-vis de l'exploitation minière. Mais cette prudence ne doit pas se transformer en immobilisme. D'où encore une fois cette nécessité d'approfondir cette démarche de connaissance qu'on vous a présentée. Encore faut-il savoir comment et par quels moyens. Et je vais donc laisser la parole à Jean-Marc Sonnin pour vous apporter quelques réponses à ces interrogations. Merci. Merci Carla. Effectivement, maintenant qu'on sait pourquoi on y va, comment on va y aller, en tous les cas, comment est-ce qu'on va faire ces explorations. Alors, je ne vais pas rentrer dans un historique détaillé des méthodes et des outils qui ont pu être utilisés au fil du temps, mais on peut considérer que dès le XVe siècle, les navigateurs portugais et espagnols ont été parmi les premiers à réaliser des mesures de température et de profondeur de l'océan. Et on pourrait considérer que ça marque le début de l'océanographie. On est donc sous un héritage de longue durée. Quelle que soit l'époque de l'expédition ou de sa représentation, il y a quelque chose qui est frappant. C'est la linéarité de cette représentation. Je vais vous passer quelques exemples où on retrace les voyages des explorateurs, les mesures qui ont pu être effectuées sont faites évidemment sur ces voyages, sur ces cheminements-là. Et donc on a cette linéarité, et c'est normal puisque ces expéditions étaient essentiellement organisées pour aller d'un point à un autre et non pas dans le but explicite d'explorer les espaces océaniques. Et ces profils linéaires, en fait, ne permettaient pas, en l'état, de dresser des cartes sous-marines, puisque notre objectif pour la connaissance est de dresser les cartes des fonds marins. C'est au XIXe siècle, avec l'expédition du Challenger, qu'on a vu apparaître, une expédition qui a duré plus de 3 ans, qu'on a vu apparaître les premières représentations graphiques, donc les premières cartes. En fait, l'idée, c'est d'extrapoler d'un point de mesure à un autre, d'un profil à un autre. C'est en utilisant ces extrapolations qu'ont pu être tracées ces cartes des fonds marins. Et je cite également celle au tout début du XXe, avec les expéditions du prince Albert de Monaco, qui ont permis de dresser une série de cartes bathymétriques couvrant la quasi-totalité des océans accessibles. Mais pour moi, la véritable visualisation des fonds marins est due à cette géographe, à Marie Tarp, qui, dès les années 50, a dessiné de véritables œuvres d'art, des ouvrages scientifiques, évidemment, comme on peut le voir sur son bureau. À partir des mesures ponctuelles ou des profils en long, elle a extrapolé, elle a interprété les résultats de ces mesures qu'on qualifie de brutes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'extrapolation ? En cartographie, ça consiste à estimer des valeurs au-delà des données qui ont pu être observées, en utilisant des tendances ou des modèles existants ou des modèles que l'on va développer. Et si je fais cette incise, c'est parce que c'est ce que nous engageons. Nous avons engagé en interne chez Abissa un certain nombre de modèles pour certains paramètres. À partir d'un nuage de points, cette méthode permet de prévoir l'étendue du phénomène d'un territoire qui est encore non connu, non mesuré. Elle est très souvent utilisée pour enrichir les analyses géographiques et améliorer la compréhension spatiale, les compréhensions spatiales. Pourtant, la fiabilité de ces interprétations va énormément dépendre de la précision des données. Les résultats peuvent être moins fiables si les données de base ne sont pas représentatives.
on le comprend aisément. Donc l'extrapolation peut conduire à des erreurs si les tendances qui ont été observées ne se maintiennent pas au-delà des données disponibles. Pour résumer, l'extrapolation, c'est un outil qui est précieux en cartographie pour prévoir et analyser des phénomènes géographiques et à utiliser évidemment avec prudence. C'est donc ce qu'a fait Maritarp. Et j'ai choisi cette carte de 1977 car, et vous l'avez cité, dans les auteurs, on peut identifier le nom de Xavier Le Pichon, géophysicien, océanographe français, qui fut un des précurseurs des observations sous-marines au niveau des rides médio-océaniques. C'est ces fractures que vous voyez qui sillonnent le fond des océans, et aussi les phénomènes des mouvements de plaques. Un grand coup de chapeau à Maritarp parce qu'elle a représenté jusque-là ce qui était considéré comme invisible. Avant d'en arriver aux représentations graphiques, il faut bien entendu réaliser les mesures et acquérir les données. Donc, les outils historiques, on voit sur la gauche l'utilisation d'un plomb de sonde au large de la Méditerranée à l'époque gallo-romaine. En fait, l'idée, c'était de descendre ce plomb, donc ça permettait de mesurer, donc de faire de la bathymétrie, de mesurer la profondeur, mais aussi on plaquait sous le plomb, on plaquait du suif, ce qui permettait de remonter ce qu'il avait rencontré, du sable, des algues, des herbiers ou des rochers. C'est sur la partie droite de la photo, vous voyez également des plombs qui étaient utilisés au XVIIIe siècle par les expéditions de la Pérouse. Et il faut savoir que des modèles, bon, évidemment c'est un peu évolué, mais assez similaires, étaient encore utilisés au XIXe et au début du XXe. Aujourd'hui, bien entendu, on a perfectionné les méthodes de prélèvement et de mesure ponctuelles. Vous avez sous les yeux ce qu'on appelle un carottier multitube qui fait un certain nombre de prélèvements du sédiment de surface, mais également des mesures de la qualité des eaux, des mesures liées à la profondeur, voire à l'hydrodynamique. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ces deux photos qui nous ont été envoyées juste avant Noël par Jean-Damien Bergeron, qui est cofondateur et directeur des opérations chez nous, et qui était dans le Pacifique pour faire justement sur l'Atalante, le navire de l'Ifremer, pour faire ce genre de mesures. Alors, pour aller au-delà des mesures ponctuelles qui sont réalisées par les outils qu'on a vus, qui sont descendus jusque sur le fond, on utilise de l'instrumentation, des outils qui sont soit fixés sur la coque des navires, soit traînés à l'arrière et qui, à partir d'émissions d'ondes acoustiques ou sismiques, ont permis d'opérer des mesures en continu puisque ça se déroule pendant la marche du navire. On a ce type d'enregistrement, voilà ce qu'on obtient en coupe verticale sur les premiers mètres du fond avec un sondeur de sédiments, outil qu'on utilise très, très fréquemment. Mais là, une fois encore, il s'agit de profils en long. C'est ceux qu'on voyait sur le bureau de Madame Tarp. L'acquisition sur de plus larges fauchets a été réalisée avec les premiers sonars, les sonars à balayage latéral, mais aussi les sondeurs multifaisceaux, qui sont soit fixés sous la coque ou tractés à l'arrière du navire. Et on voit bien là qu'en un seul passage, on a une large portée, on parle de fauchés, une large portée de mesures, et donc ce qui facilite la réalisation des cartes. Qu'est-ce qu'on va mesurer avec ces outils? Eh bien, la bathymétrie, c'est-à-dire la profondeur. Donc, on réalise des cartes bathymétriques. On réalise maintenant des visions un peu 3D à partir de ces relevés qui sont faits à grande profondeur. Mais aussi, puisqu'on est depuis la surface vers le fond, on a aussi les mesures des anomalies liées qui sont présentes dans la colonne d'eau. On utilise aussi des sonars qu'on appelle à ouverture synthétique. En fait, ils utilisent des technologies de traitement des signaux pour produire des images acoustiques du fond marin. Elles sont, vous le voyez, très similaires à des photographies, avec l'avantage particulier et très important pour nous, c'est qu'il n'y a pas besoin d'éclairage. Carla vous l'a dit, au-delà de 300 mètres de profondeur, c'est le noir absolu. Et donc là, on arrive à avoir des images qui
pourraient vraiment être des photographies sans pour autant avoir besoin de l'éclairage qui est très dispendieux en énergie et donc qui utiliserait nos batteries plus que de raison. On mesure également un élément qui est particulièrement précieux dans les mesures qui concerne les anomalies magnétiques. Les anomalies magnétiques permettent d'identifier les masses métalliques, qu'elles soient artificielles comme les épaves, les conteneurs, les câbles, ou naturelles comme certaines roches ou certaines accumulations minérales. On mesure évidemment les paramètres environnementaux classiques, température, turbidité, salinité, présence d'oxygène, l'acidité des eaux, qui sont mesurés par des sondes disposées sur le navire en continu, et même chose pour les courants, avec les systèmes Doppler courants qui sont mesurés simultanément à différentes profondeurs. Je termine cette revue qui, bien entendu, est non exhaustive, mais qui se voulait peut-être un peu pédagogique, cette revue non exhaustive par les mesures optiques, les caméras vidéo, qui sont nécessairement couplées, je l'ai dit précédemment, avec des sources de lumière, et qui restent très précieuses pour les images qui sont fournies, notamment pour les biologistes. Avec la création de la société Abyssa et nos partenaires, nous avons voulu poursuivre ces explorations en profitant des évolutions technologiques. On est parti du constat que si les méthodes traditionnelles ont fait leurs preuves et progressent régulièrement, elles manquent de précision quand on aborde les grandes profondeurs. Une solution est de se rapprocher du fond en installant les sondes de mesure sur des engins sous-marins qui sont capables de plonger au-delà de 1000 mètres, jusqu'à donc 6000 mètres, avec une grande autonomie de déplacement. C'est ce qui est développé par les fournisseurs avec lesquels nous travaillons, les fournisseurs des drones sous-marins. Mais on doit aussi, au-delà de la simple technologie, on doit aussi s'attacher au protocole opérationnel. Les protocoles opérationnels vont devoir tenir compte des objectifs de ces campagnes d'exploration. Et pas uniquement les objectifs liés à l'exploration, mais également l'usage des différents outils de mesure, puisque les sondes que j'ai citées précédemment ont des fonctionnements qui sont optimaux selon leur distance par rapport au fond. Et c'est là qu'on introduit la notion de l'approche multi-échelle. C'est en fait la réalisation de mesures à différentes profondeurs, successivement, un peu comme un zoom grossissant. Et au fur et à mesure où on se rapproche du fond, bien entendu, on a plus de précision dans l'acquisition de nos résultats. Alors, c'est ce que vous allez voir dans une vidéo qui a été réalisée pour une exploration qu'on a menée au large de la Corse, jusqu'à 2500 mètres de fond pour le compte de l'OFB, du parc marin de Corse et la délégation de Façade Méditerranée. Donc, si on peut avoir, je ne sais pas où est la régie, si on peut avoir la vidéo, s'il vous plaît. Alors, voilà, très bien. Donc, on peut peut-être baisser le son, en tous les cas. Donc, ce que vous voyez, c'est le navire que nous avons affrété pour le compte de l'Office français de la biodiversité. L'idée, c'était d'aller faire une exploration sur une zone qui est un parc naturel, un parc protégé. Vous voyez là l'engin qu'on utilise, c'est un AUV, Autonomous Underwater Vehicle, un drone sous-marin qui a la capacité de descendre à 3000 mètres. Ça a tombé bien, on savait qu'on ne descendrait pas à plus de 2005, donc on a utilisé celui-ci qui lui-même était présent chez nos partenaires de Exsail en Méditerranée. Donc on largue le drone sous-marin, il est programmé, il sait où est-ce qu'il va aller, il est programmé également avec ses mesures de sécurité. C'est un engin qui vaut entre 5 et 8 millions d'euros, donc on a besoin de procédures de sécurité très performantes. Au fur et à mesure où il descend, il se calibre, il se positionne, et plus il va se rapprocher du fond, vous allez voir, plus la vision qu'on en a, la vision qu'on a du fond est précise. Là, c'est ce qu'on appelle un modèle de terrain qui est très grossier. On a un point quasiment tous les 500 mètres, et on se rapproche avec une vision beaucoup plus précise, avec un point tous les 100 mètres, puis tous les 10 mètres, et vous allez voir
voilà, vous allez voir les enregistrements qu'on a faits et qui permettent de préciser des cibles. Et on passe ensuite à la vidéo qui, là, permet aux biologistes de déterminer, de préciser des espèces qui leur permettent de les identifier et éventuellement d'en découvrir de nouvelles. Si je dis ça, c'est parce que dans la vidéo suivante, on va voir que certaines espèces ont été découvertes par les biologistes. À la fin de la mission, le drone sous-marin revient à l'arrière. Il est donc programmé, il revient à l'arrière et il est remonté à bord. Sur la deuxième vidéo, s'il vous plaît, alors je ne sais pas si c'est moi qui fais. Est-ce qu'on peut avoir la deuxième? La deuxième vidéo montre que une fois qu'on a fait cette cartographie extensive avec le drone sous-marin, on va sur des cibles pour les explorer de manière plus précise. L'engin que vous avez vu s'appelle un ROV, Remote Operating Vehicle, c'est-à-dire c'est un véhicule sous-marin qui est filaire, il est télécommandé. Le précédent, vous l'aviez compris, était totalement autonome, alors que celui-ci, il est relié au navire par un fil. Donc il a beaucoup moins d'autonomie. En revanche, il peut descendre beaucoup plus, il faut même voir se poser sur le fond et capter des images qui sont beaucoup plus précises et qui permettent aux différents scientifiques biologistes et géologues d'apprécier cette diversité, cette biodiversité que l'on a sur les fonds. Là, on est au large de la Corse, on est donc, vous l'avez vu, aux alentours de 2000 mètres. C'est une zone protégée et l'Office français de la biodiversité nous avait dit il faudrait qu'on arrive à mettre au point une méthodologie pour faire ces explorations parce qu'on est sur des zones qui sont protégées mais pour lesquelles on n'a pas de connaissance réelle de la biologie, de la biodiversité. Et c'était une belle opération puisque non seulement on a découvert une nouvelle espèce qui va apparaître bientôt sur les images, mais on a aussi découvert de nouveaux habitats. C'est-à-dire qu'il y a des endroits à ces profondeurs-là que l'on ne pensait pas habités par cette biodiversité, par ces différentes espèces. Donc ces observations, alors, qui ont été réalisées en 2 fois, donc vous allez voir 2 fois la plongée. Ces observations ont permis d'identifier et de bien évidemment motiver, au-delà de la connaissance et du pourquoi dont parlait Carla précédemment, il y a aussi la motivation de la préservation, de la conservation de ces zones naturelles par l'Office français. Et à terme, l'idée aussi est de voir l'évolution de manière à voir si cette protection des zones naturelles, des parcs et des réserves naturelles marines a un réel effet sur l'expansion de la biodiversité et sa préservation. Donc là, je ne suis pas biologiste, donc je ne vais pas vous faire de commentaires, mais je vous laisse bercer par la poésie de ces... Voilà, ça, c'est cette crinoïde qui n'avait jamais été décrite et qui donc a été découverte au large de la Corse. Mais ça ne surprend pas du tout les biologistes qui nous disent, ce qu'a dit Carla tout à l'heure, qui nous disent de toute façon, il y a tellement d'espèces inconnues dans les grandes profondeurs que de toute façon, à chaque opération, on va faire une découverte d'une espèce soit très mobile, soit au contraire très fixée. Ça a permis également, cette opération, d'identifier des zones de passage, puisqu'il y a certaines baleines qui sont... Alors ça c'est une belle surprise parce que les opérateurs à bord nous disent on l'a vu arriver cette méduse comme un cadeau. Ça a permis également d'identifier des passages de baleines alors qu'on ne pensait pas du tout que sur cette zone-là, elles étaient présentes. On n'en reste pas là, vous vous en doutez. Vous avez vu où nous en sommes. Notre appétence pour l'innovation et nos envies de développement nous font forcément avancer dans nos projets de recherche. Mais on n'est pas tout seul. Il y a en France un contexte général que je trouve assez porteur, très porteur. D'abord, avec tout ce qui concerne la recherche académique. On l'a déjà cité, bien sûr en tête l'IFREMER et GENAVIR pour la flotte océanographique française. Il faut savoir qu'il y a une flotte océanographique française
avec le CNRS et les instituts comme l'INSU, l'IRD, l'IPGP, et également, bien entendu, les universités. Mais aussi avec un écosystème entrepreneurial, et notamment le cluster maritime français, qui anime depuis une quinzaine d'années un groupe de travail sur les grands fonds marins. Même chose pour le GICAN, le groupement des industries et de construction des activités navales. Globalement, ce sont plus d'une centaine d'entreprises qui sont en relation avec cette thématique. Et enfin, les pouvoirs publics. Bon, difficile d'en parler, comme l'a dit Carla, quand on voit la valse hésitation avec un ministère puis pas de ministère. En tous les cas, il y a eu un signal fort qui a été donné avec le plan de relance France 2030 et son objectif 10, qui est dédié à la connaissance des grands fonds marins, avec 350 millions d'euros qui ont été fléchés à l'époque et pour la recherche et l'innovation, et qu'on espère évidemment ne pas voir raboter dans les mois qui viennent. Donc c'est dans ce cadre que nous nous efforçons de développer nos outils et nos activités. Et en tout premier, je voudrais citer ce projet de flotte coordonnée qui a été initié il y a presque 10 ans par Michel Collinet, actuel cofondateur et directeur associé, dans le cadre de notre précédente entreprise Créocéan. L'idée est de multiplier les capacités d'acquisition de données sans pour autant augmenter les moyens de surface, qui sont très consommateurs en énergie fossile. Encore très consommateurs, mais ça va évoluer évidemment. Cette flotte qui a déjà été testée, pour partie, qui a donc déjà été testée, et a été lauréate du concours mondial d'innovation et a fait l'objet de 3 brevets internationaux, mais c'est vrai que vous l'avez déjà rappelé, elle sera opérationnelle dans 2 ans. Ensuite, un très beau projet qui est mené par notre collègue géophysicienne Andreina Garcia-Reyes, dans le cadre d'un projet de recherche collaborative financé par le plan de relance France 2030, en partenariat avec l'Institut de physique du Globe, ici à Paris. Il s'agit de mettre en place un process de traitement des données magnétiques afin d'en affiner les résultats. Aujourd'hui, ces résultats sont très aboutis et vont nous permettre assez rapidement de livrer des informations qui sont encore inédites et précises sur les fonds marins. Et enfin, à nouveau dans le cadre d'un projet de recherche collaborative financé par le plan de relance France 2030, Julien Marticorena, notre biologiste, s'est attaqué à la modélisation de la répartition des espèces benthiques en fonction de la nature des habitats marins qui ont été rencontrés à très grande profondeur. Et là, c'est là, quand je parlais de l'extrapolation cartographique pour passer des points ou des profils à une représentation cartographique, c'est ce que fait Julien pour la biodiversité et la distribution des espèces. Je ne vais pas vous citer les autres projets qui sont liés à la géophysique, à la biodiversité, à la qualité des eaux, qui sont en gestation dans l'intelligence non artificielle des cerveaux fertiles de toute l'équipe. Mais vous soyez sûr que vous allez entendre parler de nous, car ces besoins de connaissance des fonctionnements globaux vont nécessiter des technologies beaucoup plus précises et extensives, et surtout non intrusives. Et ça, c'est nos prochains défis. Merci beaucoup à tous deux pour cette présentation, je dirais, qui répond précisément aux questions. Comment, pourquoi? Alors j'imagine que ça pose un certain nombre de questions, de débats. Et puis vous allez peut-être pouvoir nous dire qu'est-ce que vous entrevoyez à travers tout ça comme perspective nouvelle. Certes, il y a fort à faire. Qui souhaiterait intervenir? Alors, je vous rappelle la règle. Il y a 2 étudiants que je remercie qui vont donc faire passer des micros en se partageant de l'amphi côté bâbord, tribord, et en vous demandant d'avoir la gentillesse de vous présenter quand vous posez une question. Voilà. Donc, attendez, le micro va vous parvenir. Il faut vraiment parler très, très près dans le micro. Voilà. Monsieur qui est là, au 3e rang. Merci de lever la main. Bonjour, Alexis Sardan. Alors j'ai une question, c'est vraiment une question, c'est pas une remarque, il faut pas le voir. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans le milieu maritime et notamment dans la pêche offshore aux alentours des Seychelles, donc sur le thon dans l'océan Indien. Ma question c'est la suivante. En gros, vous nous dites on protège mieux ce qu'on connaît.
Sauf que vous citez l'espace, et moi j'ai l'impression que l'espace est peut-être plus exploité maintenant qu'on le connaît et qu'on comprend le potentiel énergétique qu'on peut en tirer ou le potentiel économique qu'on peut en tirer. Je comprends vos intentions et votre passion pour la mer, mais est-ce que vous n'avez pas peur que vos travaux soient utilisés par d'autres puissances et en fait votre savoir, une fois que vous le partagez, il ne vous appartient plus trop? Et notamment, moi, ce que j'ai vu donc dans l'océan Indien, vous avez montré des sondes performantes en haut. Aujourd'hui, c'est très compliqué le renouvellement de la population du thon dans l'océan Indien parce que les sondes sont très performantes et le moindre banc qui se forme quelque part, il est automatiquement ramassé. Et qu'est-ce que vous pensez de ce risque-là sur les fonds marins? Bonjour, merci beaucoup pour votre question. Mais je pense que vous avez en partie raison. Enfin, on comprend dans votre question que vous avez aussi la réponse. En revanche, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'obscurantisme n'a jamais rien apporté et que si on ne connaît rien, on ne peut vraiment pas décider grand-chose. Donc, il y a deux choses. Nous sommes des explorateurs, nous apportons la connaissance, mais nous n'avons pas la responsabilité des décideurs. C'est deux choses, deux métiers, deux personnalités, deux acteurs différents. En revanche, je pense que votre interrogation est juste et il faut qu'on se la pose, qu'on la garde à l'esprit et qu'elle soit bien identifiée, notamment pendant cette année, comme on l'a dit, qui est l'année de la mer, qui est l'année en France où on va accueillir la conférence des Nations Unies pour les océans. Il faut vraiment qu'on se saisisse de ces enjeux-là. Je ne suis pas surpris par la question, elle nous est posée à chaque fois, et à juste titre. Et donc on a les éléments de langage. Mais au-delà de ça, on a aussi les exemples très concrets. On est questionné par... cette question-là, on la met en général en relation avec l'exploitation minière. On est questionné par un État, un petit État insulaire, qui nous dit, voilà, une très grosse compagnie minière me propose 500 millions de dollars sur un carré du territoire de la ZEE. Si je dis non, on me dit, bah, c'est la moitié de votre PIB, vous refusez l'assainissement, les routes, etc. Si je dis oui, on dit, vous sacrifiez la zone qui va être exploitée. Donc, on a besoin pour prendre ces décisions d'arguments qui sont forts. Donc on a besoin d'aller faire ces explorations. Et ça permet à nos clients publics, et on peut le dire aussi à nos clients industriels, de prendre des décisions à partir de données qui sont fortes. Le risque, la boîte de Pandore, c'est de dire, bah oui, mais vous allez faire les cartographies, puis vous allez leur dire où se trouve telle et telle richesse ou telle et telle faiblesse. Sauf que nous, on s'est donné pour mission, et le comité d'éthique qu'on a rassemblé dans l'entreprise, on s'est donné pour mission d'apporter le maximum d'informations environnementales autour des informations qui sont liées aux ressources. Donc on donne un maximum d'informations pour que les décisions soient prises de manière forte et qu'elles ne soient pas contredites du jour au lendemain. Même si les décisions politiques, on peut les changer quand on veut. Bonsoir monsieur, bonsoir mademoiselle. Je vous remercie beaucoup pour cette conférence qui est très intéressante. Je m'appelle Grégoire Maringui et je suis étudiant en première année de master ici en histoire maritime sous la direction de monsieur Buchet. Et je suis actuellement le Vendée Globe. Les skippers ont largué des balises qui permettront aux scientifiques de pouvoir connaître davantage les océans. Et est-ce que l'association Abyssa va développer des sous-marins encore plus performants que ceux qu'elle utilise actuellement pour pouvoir justement améliorer la connaissance des océans et connaître tous les fonds marins qu'il reste encore à découvrir en partenariat avec les skippers des prochains Vendée Globe.
je vais juste apporter une petite précision. Abissa, on ne l'a peut-être pas bien dit, mais c'est une entreprise privée, hein, pas une association. Jean-Marc ? Alors, nous ne sommes pas une association, mais une entreprise privée, et nous ne sommes pas des développeurs de matériel. Hein, on utilise des outils qui sont existants. On dresse des cahiers des charges à nos fournisseurs en disant ben voilà, il faudrait que votre drone sous-marin puisse descendre à 6000 mètres, qu'il soit capable de se stopper ou au contraire d'être tout le temps en route, d'avoir à son bord tel et tel type de capteur pour faire tel type de mesure, d'être en relation avec la surface ou pas. Mais oui, même si ce n'est pas nous qui allons les développer, oui, il va y avoir de plus en plus de technologies. Et ça rejoint un peu la question précédente. Est-ce que ces nouvelles technologies qui vont être de plus en plus précises vont aussi être utilisées, alors, vous n'en doutez pas, par des gens honorables comme nous, mais par des gens beaucoup moins honorables aussi, effectivement. Et la relation avec le Vendée Globe, c'est tout ce qui peut être aussi utilisé par des navires de pêche, par des navires de commerce, qui ont à leur bord, qui font des mesures. La différence, c'est que on retombe un petit peu dans ce que je montrais, c'est qu'on a essentiellement des mesures qui sont linéaires. Et donc, mais c'est extrêmement précieux d'avoir ça. Merci beaucoup. Je crois qu'on a des questions du côté des internautes également. Vaste programme. Question difficile. Alors, Carla est responsable des relations publiques dans l'entreprise, donc je laisse la parole. Alors, je ne vais pas faire la porte-parole de Trump, hein, mais je suis assez étonnée, c'est vrai, en tout cas, de voir que ni Trump ni Elon Musk ne semblent s'intéresser aux fonds marins, pas que je sache. Mais il ne faudrait pas leur apporter des mauvaises idées. Voilà, c'est juste la réponse anecdotique que je peux faire. Bélier, administrateur des affaires maritimes, membre de l'Académie de marine, et pendant 14 ans, j'ai été responsable des relations internationales en matière de pêche et du droit de la mer dans les services de la Commission européenne. Donc tous les ans, dans les réunions sur le droit de la mer à New York, je rencontrais le directeur des océans du département d'État qui me disait « ça, c'est sûr, cette année, on ratifie la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ». Et tous les ans, le Sénat ne ratifiait pas la Convention. Donc, les États-Unis d'Amérique ne sont pas membres de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à cause de la pression du lobby de l'industrie minière qui ne veut pas être contraint par la partie 11 de cette Convention relative à l'autorité internationale des fonds marins. Et les États-Unis ne sont pas membres de l'autorité internationale des fonds marins. La position de l'industrie américaine, et là je pense que M. Musk et M. Trump ne changeront pas la politique. C'était une politique constante, aussi bien des administrations républicaines que des administrations démocrates. C'est la politique du premier arrivé, premier servi. Donc, vous pouvez nous rappeler le contenu de l'article que vous avez cité, l'article 11 ? La partie 11. Oui. La partie 11 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est relative à l'exploitation des ressources minérales du fond des océans. Et dans cette partie 11, il y a la création d'une autorité qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, qui est chargée de gérer, dans le contexte de la famille des organismes des Nations Unies, la réglementation relative à l'exploration et à l'exploitation des grands fonds marins. Depuis sa création en 1994, l'autorité discute du code minier, mais n'a pas encore réussi à fixer le contenu de ce code minier qui déterminera les conditions d'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins. Or, dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
il est clairement dit dans la partie 12 que l'exploitation des ressources des océans doivent se faire dans le respect de l'environnement marin. Et la dernière convention qui a été l'accord d'application, le troisième accord d'application de la CNUSED qui a été adopté l'année dernière à New York, qu'on appelle l'accord BBNJ, Biodiversité Beyond National Jurisdiction, vise à la création d'aires marines protégées en vue de l'exploitation durable des ressources biologiques et non pas minérales, puisque les ressources minérales sont déjà couvertes par l'autorité des fonds marins. Mais comme on vous l'a dit, il y a au fond des océans, dans les grands fonds marins, des espèces dont les caractéristiques étaient inconnues au cours des années 70. En fait, on a découvert qu'il y avait une vie sous-marine dans les grands fonds marins il y a seulement une cinquantaine d'années. Avant, on pensait que les fonds sous-marins étaient déserts. Et ça, c'est les travaux de l'IFREMER, d'un certain nombre d'organismes de recherche qui ont permis de le savoir. Et actuellement, il y a effectivement des ressources génétiques d'origine marine qui peuvent être utilisées dans beaucoup d'applications, que ce soit cosmétiques, médicales ou autres, mais dont l'exploitation, pour l'instant, n'était pas réglementée. Donc, cet nouvel accord BBNJ va permettre de réglementer. Je vais peut-être abréger oui, pour répondre à la question. Merci donc, pour les États-Unis ont participé, dans le cadre des Nations Unies, à la convention qui intéresse également les grands fonds marins, mais rien ne dit qu'ils la ratifieront. A priori, oui, ça vous semble très mal. Pour une raison on a bien compris pour la même raison. Avoir la liberté totale d'exploitation. Voilà. Alors, il y a d'autres partenaires qui posent problème. Vous n'en avez pas parlé. Il y a la Chine, qui est membre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, mais qui la respecte fort peu, et qui est très intéressée par l'exploitation des terres rares des fonds sous-marins. Alors, est-ce que la Chine fera comme bien, alors, on va devoir, parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions. Oui. Et alors, dernier point. Là, je vais poser ma question. Alors, ma question, c'est votre question. Bon, il se trouve que pour l'exploration et l'exploitation, une société canadienne s'est installée à Nauru, une petite île de 12 000 habitants, pour y créer une société d'exploration et d'exploitation des fonds marins. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ce genre de société, pourquoi n'est-elle pas restée canadienne? Pourquoi s'est-elle installée dans une petite île insulaire en développement, si ce n'est pas pour y développer une activité de complaisance analogue à celle qu'on a avec les pavillons de complaisance, aussi bien dans le domaine du transport maritime que dans celui de la pêche? La réponse est oui. Bien, autre question, là, merci. Puis après, M. Henrat qui est devant. Merci. Bonjour, Anne-Bénédicte Gonact. J'avais une question à propos, on parle de la France pour l'exploration des fonds marins. Qu'en est-il des autres pays? Quels sont ceux qui poussent le plus là-dessus? Et vous parliez aussi d'un moratoire sur l'exploitation minière donc, pour la France. Est-ce qu'il y a d'autres pays, par contre, où il n'y a pas ce moratoire et où ils ont commencé? Merci. Il y a deux questions. Excusez-moi, je vais vous faire répéter. Je vous fais répéter. La première, c'est exploration et pas exploitation. Oui, bien sûr. Déjà, il faut savoir qu'on a eu la chance de participer à la dernière session de l'AIFM là, en juillet dernier. Et donc, on a pu voir vraiment au cœur de l'AIFM qui prenait le plus la parole, qui avait le plus de lead là-dessus. L'AIFM, j'ai cru qu'on l'avait bien développé. Autorité internationale des fonds marins, agence de l'ONU, qui réglemente donc dans les eaux internationales. Donc on l'a vu, hein, il y a les zones économiques exclusives qui appartiennent au domaine maritime des États côtiers et les eaux internationales qui sont réglementées par une agence de l'ONU, AIFM, qui est au cœur de l'actualité pour les personnes qui s'intéressent à ce sujet parce que cette année ou l'année prochaine, elle risque de développer, d'adopter un code minier. Donc,
Plusieurs États en font partie. On l'a vu, les États-Unis ont un statut d'observateur, mais ne sont pas membres de l'AIFM. Et donc, en fait, les États qui s'intéressent le plus à ce sujet, eh bien, il faut le dire, ce sont aussi les pays qui veulent aller exploiter. Il y a une vraie rupture de pensée entre les pays qui défendent un moratoire. La France est pionnière sur ce volet-là, mais il y en a d'autres qui le soutiennent. Le Costa Rica, d'ailleurs, qui organise avec la France cette année la conférence des Nations Unies sur les océans. Mais du côté des personnes qui sont pro-exploitation, évidemment, il y a la Chine qui est arrivée cette année avec je pense que je peux le dire, une très grande délégation à l'AIFM. C'était peut-être les plus nombreux. Généralement, on arrive à 2 ou 3 représentants à l'AIFM, et eux étaient peut-être 10. Donc il y a la Chine, il y a le Japon, il y a l'Inde, qui sont 3 pays vraiment moteurs pour défendre ces sujets-là, et qui sont proactifs, qui ont une vraie politique d'exploration des fonds marins. Et à côté, on a des pays qui ont une vision peut-être un peu ambiguë. Je pense évidemment à la France. Je me permets, je travaille plus dans la politique. La France, peut-être le Royaume-Uni, le Costa Rica. Je ne vais peut-être pas vous faire une liste de tous les pays, mais ce qu'il faut retenir, c'est que de l'impression que j'ai eue de mon passage à l'AIFM, c'est qu'il y a une vraie scission, et les pays prennent parti franchement. Il n'y a pas de Suisse. Voilà. Quelles sont, questions connexes, les minerais, ou qu'est-ce qui est visé aujourd'hui en termes d'exploitation principalement? Il y a un peu de tout, mais qu'est-ce qui semble le plus stratégique, le plus amené à avoir connaître une certaine pression au niveau de l'exploitation dans les années qui viennent? Ce sont essentiellement les minerais qui sont utilisés pour les appareils électroniques. Je simplifie. Donc les terres rares, le nickel, le cobalt, le lithium, enfin un certain nombre de ces métaux qui sont utilisés. Et c'est là où il y a une très très grosse ambiguïté, parce que ces métaux sont utilisés pour favoriser la transition énergétique, puisque c'est les énergies renouvelables qui vont les consommer. Les batteries de nos voitures électriques, elles utilisent ça. Donc là, le débat est fort. Si vous permettez, je reviens à votre première question, puisqu'il y en avait 2. Je reviens à votre première question. Il y a une vingtaine de pays qui se sont positionnés pour ce moratoire conditionnel. Carla l'a dit, la France a cette position un peu délicate et peut-être difficile à défendre, de dire, vous vous souvenez de la déclaration de Macron qui a dit très clairement, la France ne fera jamais d'exploitation. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait dans cette association de gouvernance des grands fonds marins? Pour l'instant, à ma connaissance, sur cet aspect d'interdiction totale ou de refus total, la France est isolée. Les autres pays, donc une vingtaine, et la France se glisse avec évidemment, sur le moratoire, c'est-à-dire de dire tant qu'on n'en sait pas assez sur l'environnement, tout ce que Carla a développé, tant qu'on n'en sait pas assez, soyons au minimum prudents, peut-être avec une arrière-pensée, de toute façon on n'ira pas exploiter, mais en tous les cas dans un premier temps. Donc ça représente une vingtaine de pays membres de l'AIFM, et tous les pays ne sont pas membres de l'AIFM. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et juste pour compléter, je ne sais pas si c'est clair, mais le débat sur ce débat qui est porté à l'AIFM dans les eaux internationales n'empêche pas les États côtiers qui ont une zone économique exclusive propre à exploiter dans leur zone. On a entendu toute cette année 2024, notamment en Europe, la Norvège, qui est le premier pays européen à s'être positionné, à avoir dit franchement, à assumer, nous, on ira exploiter. Alors il me semble qu'ils sont plus ou moins revenus en arrière, ou en tout cas ils ont été plus prudents. Mais voilà, ce sujet se pose de toute façon. Il y a des grandes chances pour que des puissances y aillent, dans tous les cas, moratoire ou pas. Voilà. On a déjà vu des appels d'offres pour aller faire des campagnes d'exploration. Carla a cité la Norvège, l'Inde. Il y a vraiment des pays qui sur leur territoire national, se positionnent pour l'exploration. Là, très clairement, c'est l'exploration à viser de connaître. En fait,
pour les plus honnêtes, c'est on fait une exploration, certes pour identifier les ressources, mais aussi pour connaître les contraintes environnementales. Mais ces pays que je viens de citer, c'est vraiment pour faire de l'exploitation, enfin, en tous les cas pour prendre des décisions quant à l'exploitation, c'est pas juste pour la connaissance. Alors qu'on a les vidéos qu'on vous a montrées sont des vidéos qui ont été faites pour une campagne pour l'Office français de la biodiversité. Là, évidemment, c'est pas pour l'exploitation, mais c'est pour la connaissance. Et donc, on peut avoir ces deux sortes de... Oui. Une question rapide. Sur vos vidéos montrant vos essais, il me semblait reconnaître l'Alfred Merlin. Oh, excusez-moi, mais il ne s'agit pas d'essais, il s'agit Oui. de campagne d'exploration. Campagne d'exploration. L'Alfred Merlin, n'est-ce pas? Oui, c'est oui. ça. Oui. Qui appartient, comme chacun sait, au DRASM. Et je voulais savoir, est-ce que vous obtenez aussi des coopérations de la part de la Marine nationale? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'entreprise va être bientôt propriétaire d'un AUV, d'un sous-marin. En revanche, nous n'avons pas de navire et donc nous affrétons des navires à un certain nombre d'armateurs, qu'ils soient étatiques comme l'Alfred Merlin, mais aussi des compagnies privées qui ont des navires qui peuvent nous servir de navires océanographiques. Monsieur qui est là, puis après monsieur ici. Merci. Bonjour, je suis Julien Guilaine, je suis en L1 de droit. Je me suis posé la question d'une potentielle innovation scientifique Elon Musk s'y intéresse pas et Donald Trump non plus, mais je pense qu'une innovation, notamment en termes d'IRM cérébral, pourrait tout révolutionner en termes de révolution scientifique. Est-ce que vous pensez c'est une hypothèse scientifique, mais est-ce que vous pensez qu'une certaine lumière rouge d'une certaine intensité, d'une espèce qu'on n'a pas encore trouvée, pourrait être utilisée en biotechnologie pour créer un IRM cérébral, vous voyez, dont on ne pourrait même pas imaginer l'ampleur? Ça fait partie de la boîte de Pandore que je citais tout à l'heure. Mais vraiment, j'en suis intimement, totalement persuadé. Oui, concrètement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'investit pas dans les abysses, mais concrètement, il faudra investir plus que dans l'espace, vous voyez, pour moi. Non, mais sincèrement, je veux dire, l'origine de la vie est dans les abysses, vous voyez, il n'y aura nulle part ailleurs. Nous sommes convaincus tous de cela. Mais merci de synthétiser notre pensée collective. Si nous investissons, je veux dire, maintenant dans les abysses, concrètement, on pourrait découvrir les espèces avant qu'elles disparaissent par la pollution, mais surtout, on pourra synthétiser la vie de A à Z. Bien, mais confirmation que nous partageons. Aussi, je voulais vous faire une dernière remarque aussi. Parce que j'avais vu que vous collaboriez collaboriez avec la BPI France. Monsieur attend depuis longtemps, il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Merci de donner le micro. Il s'avère qu'il détourne des fonds publics. Donc moi j'ai peur pour vos projets. Je vais récupérer le micro pour une autre question. Bonjour, merci. François Delavigne, IOTA Capital. J'ai deux questions. Première question, on entend parler des nodules polymétalliques depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais en même temps, j'ai souvent entendu dire qu'il n'y avait pas de viabilité économique à les exploiter. Deuxième question, il y a des ressources halieutiques en revanche très, très importantes dans les grands fonds marins, et l'égine et autres, et il y a différents accords. Quels sont les réels pouvoirs de police, de contrôle sur la disparition éventuelle de ces espèces qui, comme chacun sait, mettent 4, 5 ou 6 fois plus de temps pour se reproduire que les espèces de surface? Je vais commencer par votre deuxième question. Concernant la pêche, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de réglementations. Le problème, c'est qu'on est en territoire inconnu avec des pirates. Et donc de cette manière-là, la surveillance demande des moyens considérables. Donc je pense que c'est vraiment une question de volonté et de moyens sur toutes ces zones qui sont hors des territoires nationaux et sur lesquelles il peut effectivement y avoir des pêches
abusive. Hein. Tu prends la première question ? Je peux essayer d'apporter une humble réponse, mais je ne suis pas sûre d'avoir une réponse complète. Non, mais ce qui est sûr pour la première question, pardon, j'ai l'impression qu'on se dit ça parfois pour se dissuader, c'est-à-dire qu'il y a quand même déjà des compagnies et des États qui investissent énormément d'argent dans ce sujet. Donc, s'ils y vont, c'est que c'est faisable. À un moment donné, on ne fait pas les choses, enfin, les États ne dilapident pas de l'argent pour rien. Et là, on a des compagnies très concrètement comme The Metals Company, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, une entreprise canadienne qui va largement et qui a des clients. Donc, tu veux compléter ? Oui, je peux compléter, parce que dans l'équation, il n'y a pas que les aspects économiques, il y a les aspects de souveraineté. Aujourd'hui, et ça peut prendre le dessus par rapport à la rentabilité. Aujourd'hui, les minerais qui sont utilisés, tels qu'on le disait tout à l'heure, issus de mines terrestres, sont essentiellement sous monopole chinois. Donc, je vais me faire huer parce que ce n'est pas exactement ça, mais c'est vraiment la grande majorité des extractions minières sont sous monopole chinois. Le jour où ces monopoles deviennent contraignants, que fait l'industrie s'il n'y a plus d'approvisionnement en nouveaux minerais? Là, le fait d'avoir, soit sur des concessions dans les eaux internationales, soit dans les eaux nationales, ce que fait la Norvège, d'avoir ces ressources souveraines pourrait permettre de continuer à développer l'utilisation pour les énergies renouvelables. Donc, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à ce que l'exploitation minière dans les grandes profondeurs ne réponde que strictement à une équation économique. En attendant que quelqu'un intervienne là-haut, on dit souvent que la France détient potentiellement des réserves importantes de terres rares, notamment au large de l'archipel de la Société et Tahiti, pour faire court. Est-ce qu'on a à peu près évalué, je dirais, ce qui pourrait se trouver dans les ZEE françaises en terres rares, ces fameux métaux stratégiques? Non. Non, on n'a pas, et c'est pour ça qu'il faut faire de l'exploration. Non, en fait, c'est très mal connu. D'abord, l'Ifremer, qui est vraiment à la pointe de la recherche, mène des campagnes, notamment, alors c'est plutôt sur la zone de Clarion-Clipperton, où il y a les fameux nodules polymétalliques qui ont été cités, mais l'évaluation quantitative de la ressource est encore... alors je ne veux pas dire en balbutiement, mais on en est encore vraiment au début et nécessite encore beaucoup de campagnes. Or, les zones qui ont... Alors je revends ma salade, mais les zones qui ont été explorées sont encore très peu nombreuses au regard du potentiel. Même si les travaux des géologues, des géophysiciens permettent de cibler, de dire sur cette zone-là, il pourra y avoir effectivement des nodules polymétalliques ou bien des encroûtements cobaltifères parce qu'on a telle forme de relief, ou bien, comme l'a cité aussi Carla, les amas sulfurés qui ne se concrétise que véritablement sur certaines zones, mais là pour l'instant les réserves sont... Enfin, c'est un petit peu comme quand on dit parce que ce que tu as dit, excuse-moi, mais il reste des milliers d'espèces inconnues. Il reste des milliers de zones minérales inconnues. C'est très vague. Bonjour, merci pour votre intervention. Je m'appelle Benjamin, je suis un ancien biologiste marin spécialisé en écologie benthique. Alors pendant toutes mes études, on m'a toujours répété que l'exploitation minière des mers, c'était pas durable, c'était impossible, ce qui était vrai en vue des technologies actuelles. Mais vous qui avez été sur le terrain et qui êtes si proche du développement technologique, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir une exploitation durable des fonds miniers ou est-ce qu'au contraire, c'est une expression qui elle-même est un oxymore ? C'est comme les... On n'a pas besoin d'aller prendre des exemples dans les grands fonds marins. Toute exploitation d'une ressource non renouvelable n'est pas durable. En revanche, et je reprends mon expression de l'équation, dans l'équation, est-ce qu'on va avoir besoin ou pas? Il y a toutes les... Je ne fais aucune propagande pour un certain nombre de théories, et notamment par rapport au recyclage, par rapport à l'économie économie dans le sens de réduction qu'on peut avoir des ressources minières. Non, bien sûr que ça ne peut pas être durable,
puisque ce sont des ressources qui sont non renouvelables. Et puis, il faut aussi avoir en tête que chaque fois qu'on fait une extraction, qu'elle soit à terre, en rivière, en mer, on détruit très localement un écosystème, ou on bouleverse un écosystème. Donc non, c'est pas durable. Et toute la difficulté des gens qui font ce qu'on appelle les études d'impact, c'est d'arriver à mesurer, de faire la balance coût et avantage. Est-ce qu'on n'a quand même peut-être pas, sur des très petites surfaces, intérêt à faire cette exploitation de minerais qui vont permettre d'économiser des énergies fossiles voilà, tout ça. Mais évidemment, ce n'est pas une réponse, c'est une question que... Bonsoir. Marie-Laurence Cipriane, je suis vice-présidente de l'IFM Corse Méditerranée et je dirige NAECO Océan à l'envers. On fait des expéditions, alors nous on ne descend pas à moins de plus de 60 mètres, on est principalement des plongeurs pour faire de l'exploration et aussi mieux connaître. J'avais une question sur quelque chose qui est revenu dans vos discours, sur l'UNOX simplement. Du coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important, j'en entends beaucoup parler. Comment est-ce que vous appréhendez cet événement ? Est-ce que ça va être un événement un petit peu tournant ? Et voilà, comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus ? Est-ce que vous avez des actions ? Est-ce que vous prévoyez d'y être, par exemple ? Merci. Bien sûr. Merci pour ces précisions. Moi, je ne connaissais pas votre association, donc je serais ravie d'en apprendre plus. Je ne parle pas assez fort. Je vais parler un peu plus fort. L'UNOC, oui, je pense que c'est quelque chose d'important. L'UNOC, c'est Conférence des Nations Unies, donc qui est première pour les océans et qui est gérée par le Costa Rica et la France. Et ça va être l'occasion de réaffirmer l'ODD 14, donc on a vu, protéger durablement les océans, qui va aboutir normalement, qui va réunir, je pense, toutes les parties prenantes, la société civile, les entreprises, les pouvoirs publics, les États, pour pouvoir aboutir à une déclaration commune et qui va permettre normalement d'aboutir à des objectifs de protection, je l'espère. Et après, sur votre question sur comment ça va s'organiser, de ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir donc la conférence en soi, et il va y avoir plusieurs événements autour, avec un One Ocean Science Congress, un événement plus dédié donc à la science et à la connaissance, un événement plus financier, le BEF, qui aura lieu à Monaco, il me semble. Et ensuite, il y a un espace qui s'appelle la zone verte, qui va être ouverte à toute la société civile et qui devra accueillir des expositions d'entreprises, d'ONG, d'associations. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et que ça va vraiment être un gros événement pour faire entendre tous ces sujets. Nous, on sera présents. On intervient à l'occasion d'un panel, je ne sais pas comment appeler ça, un panel, table ronde au One Ocean Science, pour présenter les travaux de Julien Marty-Corena que Jean-Marc a évoqué tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. Et on aura peut-être l'opportunité de participer à la zone verte avec des événements peut-être, je ne m'avance pas parce que rien n'est décidé encore, mais avec le DRASM, justement, puisqu'on a conduit une mission avec eux et qu'ils ont prévu, je leur fais la pub, normalement, d'exposer l'Alfred Merlin à Nice, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Bien sûr, pour les non-connaisseurs, c'est la direction des recherches archéologiques et subaquatiques. Monsieur, puis après dernière question ici. Donc Christian Mathieu, moi j'étais géologue pétrolier, donc essentiellement offshore pendant un certain nombre d'années, surtout sur l'Europe du Nord. Donc deux remarques. La partie durabilité d'une exploitation, ça me paraît complètement illusoire, parce que quand on était soumis aux études d'environnement, d'impact, avant d'implanter un forage offshore, nos pétroliers, on descendait des ROV, donc des robots, qui faisaient des photos, des relevés, etc. Et on nous demandait de déplacer le point d'implantation du puits de plusieurs mètres dès qu'on voyait un corail d'eau froide, en mer de Norvège par exemple.
Et quand on regardait les photos et que je montrais ça aux associations genre Belluna et le WWF qui nous suivaient à la trace, je leur disais, bon, nous, on va se déplacer à cause de ce corail d'eau froide unique, mais j'espère que vous avez quand même bien remarqué que les chalutages à côté ont raclé le fond sur des largeurs non négligeables et que là, vous ne leur dites rien. Ça, c'est le premier point. Donc, à mon avis, l'exploitation durable de nodules métalliques ou de choses au fond de la mer, ça sera aussi dégueulasse qu'une mine à terre. Il n'y a pas de raison que ça soit mieux. Et plutôt que ça soit pire, vu les conditions. Et la deuxième remarque, c'est que la Norvège, en fait, ils se sont mis exactement en ordre de bataille pour basculer de l'exploration et de l'exploitation pétrolière vers l'exploitation minière. Un simple fait qui est très parlant, le directorat du pétrole norvégien, qui s'appelait donc le NPD, Norsk Petroleum Directorat, a été rebaptisé, je crois que ça fait un an ou deux, en Norsk Oceano Directorat. Et effectivement, ils ont appliqué la même méthode que celle qu'ils avaient pour le pétrole, c'est-à-dire qu'ils faisaient des campagnes d'exploration sismique avant d'ouvrir des domaines miniers à l'exploitation pétrolière. Et pour les aspects métalliques en fond marin, sur leurs ZEE, ils font effectivement la même chose, c'est-à-dire qu'ils font des campagnes de robots, de prélèvements, etc. Voilà, merci. Beaucoup. Donc une dernière question, Monsieur le Préfet, ça sera pour vous, et puis on va conclure après. Merci. Oui, Henri Mas de l'IFM. Ma question, c'est, on voit bien le travail que vous faites en profondeur, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous descendez. Bon, on voit bien que ce travail fait l'objet d'un collationnement, voire de publication. Est-ce que les autres pays, qu'on connaît assez précisément quelle est l'ampleur des moyens qu'ils mettent dans le même domaine, même si nous, on a peut-être une certaine avance dans certains domaines. Et deuxièmement, est-ce que la connaissance de ce qui est recueilli est partagée? Alors, je commence par la deuxième partie de la question. Il y a une obligation pour les explorations qui sont faites dans les eaux internationales de divulguer les informations. Là, c'est pareil, on est dans des océans avec des navires qui font des campagnes d'exploration. Est-ce que c'est respecté? Bon, ça, l'AIFM le fait respecter, publie. L'AIFM a déjà publié des études d'impact qui ont été réalisées par des futurs exploitants, ou en tous les cas postulants. Donc oui, il y a certaines zones où les informations sont bien communs de l'humanité et donc divulguées essentiellement d'ailleurs aux organismes de recherche et aux ONG. Pas de confusion sur ce qu'on fait et ce que fait la recherche académique. Nous, on est une entreprise privée, une entreprise de service, et on est au service d'un certain nombre de clients, qu'ils soient publics, comme j'ai cité l'OFB, l'IFREMER ou des agences d'État, et puis aussi des industriels. À l'étranger, on a aussi des concurrents, évidemment, qui sont encore assez rares à utiliser les drones sous-marins, mais des concurrents qui font des collègues, des confrères qui font le même genre de métier que nous, oui, il y en a. Ce qui fait avancer la science, c'est la recherche académique. Quand je dis on a découvert une nouvelle espèce, on donne ça aux chercheurs. Nous, on sait rien en faire. Enfin, c'est pas à nous de gérer ça. Et là, oui, il y a des organismes de recherche très avancés. Je pense au BGR en Allemagne, mais également le Jacques Meg au Japon. Enfin, et c'est pour ça que c'était bien que Carla parle tout à l'heure de la présence de la recherche académique française qui, progressivement, peut-être, perd un peu pied par rapport à ce qui se fait à l'international, même au niveau européen. Très clairement, la France a été très en avance avec le CNEXO, le CNRS. Vous parliez tout à l'heure, on disait, ça fait des dizaines d'années qu'on entend parler des nodules polymétalliques. Pour ce qui me concerne, avec ma seniorité dans ce métier-là, j'ai connu ça tout petit, quoi. Effectivement, c'était et par des chercheurs français.
Donc oui, il y a des avancées de recherche. On le voit, enfin, il y a un certain nombre d'images que j'ai utilisées dans la présentation qui sont issues de campagnes océanographiques par des instituts internationaux. Merci. Avant de nous quitter, vous allez être remercié chaleureusement par l'Institut français de la mer tout de suite. Avant de passer la parole à Régis, je voudrais simplement vous rappeler notre prochain Mardi de la mer, donc dans 15 jours, le mardi 28 janvier. Et ce sera l'amiral Nicolas Vaujour, qui est chef d'état-major de la marine, qui viendra nous parler des enjeux de la marine nationale en 2025. Voilà. Régis, c'est à toi de conclure aujourd'hui et de remercier chaleureusement nos intervenants. Cher Carla, cher Jean-Luc, je vous remercie très sincèrement de l'Institut français de la mer et de l'ensemble des spectateurs et ceux qui sont en visuel, en audio, pour cet exposé. Vous nous avez fait descendre dans les fonds marins et vous nous avez expliqué qu'il y a des règles juridiques à respecter et qu'on avance sur des technologies particulièrement avancées et innovantes qui permettront, dans un délai rapproché, de pouvoir encore mieux protéger ces fonds marins ou de les exploiter de façon propre. Voilà. Merci.